beaucoup de femmes qui, en fait, quand on creuse, on se rend compte qu'elles ont peur de l'intimité. En fait, elles ont peur de l'intimité parce qu'elles savent pas poser leurs limites. Et donc, l'autre est forcément une menace parce que l'autre, il va forcément risquer de m'envahir puisque moi, je suis pas capable de dire stop. Bonjour à tous, bonjour à toutes, surtout, je pense, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va faire un live un petit peu spécial. On avait très envie d'aller vers ce sujet avec l'équipe. On est sur le mois de février, donc on va dire le mois de l'amour. En tout cas, l'amour est un terme qui concerne tout le monde. Hein. C'est un petit peu le sens de la vie et le reste, c'est du vernis autour, on va dire. Et il y a un vrai sujet autour des femmes à plusieurs niveaux, au niveau de la gestion des émotions et de l'amour-propre, l'estime de soi, le self-love, appelez-le comme vous voulez. Donc on a la chance aujourd'hui de recevoir une spécialiste du sujet, donc qui est coach spécialement pour les femmes, elle va se présenter, qui est Claudia Colombani et qui a le compte Instagram Self Love Project que je vous conseille parce que dans la foule de comptes Instagram qu'il y a autour de l'amour plus ou moins réussi, plus ou moins nuancé, je trouve qu'elle apporte un vrai message plein de bon sens et plein de bons conseils pour retrouver de l'amour propre. Donc voilà, j'invite Claudia à nous rejoindre. Et, pardon, petite erreur de manip, excusez-moi. Hop, je réinvite. Alors pourquoi ça ne marche pas? Attends, la voilà. Donc moi, je suis Caroline, la cofondatrice de Millet, donc une marque dédiée à l'équilibre hormonal féminin. Et c'est bon. Claudia, c'est bon. Bonjour Caroline. Je ne pouvais pas, j'ai eu un petit moment de panique, mais tout va bien. Ouais, c'est toujours un peu abstrait les lives Instagram. Ouais, parfois ça peut pas et tu te retrouves un peu comme ça, mais bon, écoute, là ça va aller. Donc je représente juste rapidement pourquoi, puis après je vais te laisser te présenter parce que c'est quand même toi qui va mener ce live, voilà, avec brio, j'en suis sûre. Je disais que moi je me suis beaucoup intéressée aux maladies auto-immunes féminines et tous les problèmes d'origine hormonale. Et c'est vrai que moi j'ai travaillé pendant plus de 15 ans, 20 ans dans les plantes, donc j'étais vraiment sur la partie plante en disant mais il n'y a pas de gélule miracle, il faut vraiment l'intégrer, il faut vraiment d'abord écouter son corps. On parle beaucoup de l'écoute et puis vraiment en creusant beaucoup de sujets récemment, notamment autour de la neurobiologie et tout, on voit que l'impact des émotions est hyper fort. Juste un petit exemple qui m'a frappé, dont on a parlé en préparant ce live, il y a un compte aussi qui s'appelle Gabor Maté que j'aime beaucoup qui parle de ça, mais on est en train de découvrir de plus en plus en neurobiologie qu'il y a des problèmes auto-immuns beaucoup plus présents chez la femme, notamment des problèmes de thyroïde ou encore des problèmes de fertilité ou de choses comme ça qui seraient vraiment liés à des blocages émotionnels notamment. Et finalement, pas une question de genre, mais une question de culture. Et le fait que la femme soit toujours dans le fait plus de vouloir arrondir les angles, d'être plus souvent dans le côté dans les profils, les archétypes que tu identifies comme le sauveur, le caméléon. Puis je pense qu'on se reconnaît toutes un peu là-dedans, à pas savoir dire non, à vraiment faire passer les besoins des autres avant les siens. Il y a vraiment quelque chose de très particulier à la femme dans cette répression des émotions. Donc, je vais te laisser te présenter, que nous dises ce que tu fais, et puis on va aborder tous ces sujets et essayer de vous donner des pistes sur comment, voilà, rétablir un tout petit peu d'équilibre dans l'estime de soi qui correspond finalement en fait à accorder peut-être plus d'importance à ses propres émotions et sa propre vérité. Bon, bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Il y a des hommes parmi nous. Donc, moi, c'est Chez nous, pas beaucoup. Oui, moi, chez moi, pas beaucoup non plus. Mais, on sait jamais. Donc, moi, c'est Claudia, j'ai 36 ans et du coup, je suis coach en estime de soi et relations amoureuses et aussi la créatrice du compte Self Love Project qui existe maintenant depuis fin 2018, début 2019. Donc, ça commence à dater. Le temps passe vite, n'est-ce pas? Et donc j'accompagne jusqu'à présent principalement des femmes. Ça m'est arrivé d'accompagner des hommes aussi sur des sujets autour de la relation, mais de la relation consciente. En fait, mon objectif, c'est vraiment de permettre à chacune et à chacun aussi d'avancer vers des relations plus conscientes de soi, de l'autre, en ayant une meilleure compréhension de ce qui se passe à l'intérieur et vraiment en venant réparer le lien à soi, apaiser le lien à soi pour avoir des relations qui soient plus apaisées parce que je pense que la qualité de nos relations, comme tu l'as dit, l'amour, c'est au centre et la qualité de nos relations détermine la qualité de nos existences. Et la qualité de nos relations est déterminée aussi par la qualité de la relation qu'on a avec soi-même. Ouais, c'est exactement ce que tu disais. Je crois que dans un de tes posts, tu disais il faut d'abord se mettre le masque à oxygène avant de pouvoir aider les autres. Et je pense que c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a un côté un petit peu parfois adolescent, tu sais, dans notre société
On va se dire non, mais attends, je comprends pas, je fais tout pour les autres, je fais tout, je regarde jamais mes besoins, etc. Et en fait, c'est extrêmement pervers parce que dès qu'on est dans un extrême, le fait de tout donner, entre guillemets, nous victimise et en fait, nous fait pas prendre conscience de nos propres besoins et on peut pas être bien avec l'autre si t'es pas dans une énergie très entière, en fait. C'est ça. Et c'est quelque chose que tu rencontres beaucoup, ça, chez les Ah bah, femmes? c'est sûr qu'en accompagnant principalement des femmes, clairement, le fait de s'oublier, de ne pas savoir poser ses limites, de même pas savoir quelles sont ses limites, Ouais, c'est ça. de ne pas savoir exprimer ses besoins, c'est des choses qui sont extrêmement présentes. Et comme tu dis, le côté d'être dans le care, de faire attention à l'autre, bah, socialement, c'est des rôles qu'on donne plus aux femmes. Mm. Après, je pense que sur la question des émotions, les hommes sont aussi beaucoup en souffrance parce que eux, ils sont dans beaucoup de répression émotionnelle de presque toutes les émotions, sauf peut-être la colère, ce qui vient amener d'autres problématiques à d'autres endroits et plein de problématiques dans les relations hétérosexuelles pour ces raisons-là. Ouais, en ce moment, je pense que c'est un point de tournant Ouais. dans ces relations aussi, hein. Ouais. Donc, mais oui, oui, du coup, ce sujet-là, il est hyper Mm. central d'apprendre à se connaître suffisamment pour se présenter et pour se mettre sur la table, entre guillemets, et parler de soi aussi à l'autre, Mm. pour que l'autre puisse venir aussi bah, nous aider à combler nos besoins, à écouter nos limites, toutes ces choses-là. Ouais, puis c'est un vrai sujet que tu dis. En fait, je pense qu'il y a que les failles qu'on peut véritablement aimer chez l'autre. Parce que quand l'autre est tout parfait, tout lisse, tout nickel, il n'y a pas grand-chose à aimer que les autres ne peuvent ne pas aimer. Et finalement, le vrai sujet de l'amour, c'est la vulnérabilité. Tu combler les besoins. On peut jamais combler tous les besoins. Il faut d'abord combler les siens. Mais en revanche, il me semble vraiment qu'il y a que les failles et les vulnérabilités qu'on peut aimer chez l'autre ou ne pas aimer. Et dans ces cas-là, on n'aime pas. Mais tu vois, il y a vraiment un sujet là-dessus. Est-ce que je peux te demander juste comment tu en es venu à créer ça et la résonance, voilà, avec peut-être un projet personnel ou ta vie perso, si tu as envie, hein, t'es pas obligé Oui, de. oui, bien sûr. Bah, du coup, il y a 7 ans, un peu plus de 7 ans, je me suis séparée de quelqu'un avec qui j'étais fiancée. En me séparant, je me suis rendu compte que c'était une relation plutôt toxique, avec des choses assez compliquées, etc. Du coup, c'était une période complexe, le post-rupture, mais qui m'a aussi amené à beaucoup me questionner sur moi, mon rapport aux relations, à l'amour. Au début, je voulais faire du coaching en rupture, c'est-à-dire que je voulais accompagner les gens, alors pas en post-rupture, hein, mais vraiment à les aider à se poser la question de s'il fallait rester ou partir. Mm. Je voyais tous ces gens qui restaient dans des espaces relationnels qui étaient insatisfaisants, et je me disais, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Bon, c'était aussi le reflet de mes propres problématiques du moment, hein. Et puis en fait, finalement, j'ai tiré sur les sujets d'estime de soi, et puis en fait, j'ai élargi aux relations. Et en fait, j'ai principalement accompagné surtout des femmes célibataires qui sont dans les mêmes schémas répétitifs, ce qui était aussi ma position à ce moment-là, hein. Donc voilà, on est aussi beaucoup en miroir de ça. Et voilà, et du coup, ça. Enfin, le travail que j'ai fait dans Self Love Project a accompagné mon cheminement, qui a lui-même accompagné mon travail dans Self Love Ouais, Project. bien Ça a été très sûr, super. de toute façon. On peut faire que des choses qui parlent de soi, hein, partout, C'est ça. dans une relation. Bon. Et alors, il y a une notion que j'aime beaucoup sur ton compte, si je me permets, c'est aussi de réintroduire la notion de choix. Parce que par exemple, l'emprise, j'insiste là-dessus, quand on dit toxique ou pas, il y a toujours un peu une notion d'emprise. C'est très difficile à définir l'emprise, parce que bah, quand on est amoureux, il y a forcément une notion d'emprise qui rentre en jeu. Mais l'emprise, elle peut être aussi dans une relation pas amoureuse, hein. Elle peut être avec un psy, avec un proche, avec, ça peut prendre plein de formes. Et j'avais lu plein de choses sur l'emprise de Marie-Françoise Irigoyen, etc. Et finalement, je trouve qu'il y a une définition qui a beaucoup résonné pour moi. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est finalement, c'est accorder vraiment plus d'importance à la vérité de l'autre qu'à sa propre vérité. C'est-à-dire qu'on veut tellement pas regarder sa propre vérité et se regarder que on va prendre un peu on a choisi une personne pour décider à notre place et on a un petit peu renoncé au choix. Et je pense que dans ton accompagnement, ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté où tu fais pas non plus un choix à la place de l'autre, parce que sinon on peut tomber dans ce fameux système d'emprise. Si tu as quelqu'un qui te dit en coach, bah, il faut faire ça, c'est évident, et que t'as pas le choix, bah en fait tu retombes dans une forme d'emprise. Alors que si tu dis, et tu sais, on en revient aux espèces de 3 choix, tu as toujours les 3 choix, quoi. Tu as accepté, renoncé ou changé. Et en fait, je pense que ça, c'est un truc hyper important à entendre pour les femmes, parce que enfin, moi, ça a beaucoup résonné en tout cas. Oui, bah, de toute façon, c'est sûr que moi, enfin, en tout cas, le rôle d'un coach, hein, en général, mais comme le rôle d'un thérapeute, c'est pas de venir vous dire ce que vous devez faire. Alors après, il y a des cas très spécifiques, tu vois, je sais pas, moi, quelqu'un qui me dit qu'il y a de la violence physique ou psychologique, où je vais dire, bah, je pense que ce serait mieux de partir. Après, de toute façon, en général, imposer des choses aux gens, c'est jamais la bonne C'est jamais. pour, Et voilà. surtout quand quelqu'un est sous C'est ça. emprise, en fait.
surtout. Clairement, Ouais. clairement. Alors après, même d'une façon générale, il est clair que des fois, les gens, quand ils viennent me voir, ils s'en rendent pas forcément compte, hein, mais des fois, ils me demandent de leur dire ce qu'ils doivent faire parce Ouais. que bah, c'est plus facile de déléguer. Ça m'arrive aussi hein, d'avoir envie. Enfin, je veux dire, on va être honnête, c'est pas grave. Il faut aussi avoir conscience, encore une fois, le but, c'est pas de faire tout bien parfaitement, Mm. c'est d'avoir conscience que des fois, on fait pas ce qui vient nous servir au mieux et donc de pouvoir corriger. En fait, c'est juste ça, c'est de retrouver cette souplesse et cette espèce de fluidité. Euh, Après, effectivement, je pense qu'il y a plusieurs, pour revenir sur l'histoire du choix là, que tu évoquais, moi j'aime bien effectivement réempouvoirer les femmes que j'accompagne en disant bah oui, tu as le choix. Alors après, évidemment, c'est complexe parce que c'est quoi le choix quand on a grandi dans un certain système social, dans un certain système familial, quand on est dans une société qui amène certaines choses, certaines positions, selon l'argent qu'on a, on n'a pas les mêmes choix. Donc c'est important aussi, enfin moi je trouve, dans la façon dont j'approche les choses, de dézoomer et de rentrer aussi dans tout un système, tu vois, sociologique, parce que sinon c'est un peu facile et on rentre un peu dans la Startup Nation, le système de quand on veut, on peut, tu traverses la rue, tu trouves du travail, tu vois. Bon. Exactement. Et il y a une part de ça qui est pas fausse, tu vois, c'est-à-dire que quand tu te donnes les moyens, il y a plus de chances que ça arrive, mais la réalité c'est qu'on part pas tous du même endroit. Donc il faut réconcilier, je trouve, ces deux réalités pour trouver quelque chose qui soit juste d'un point de vue humain. Mais en tout cas, moi, la façon dont je redonne le choix, c'est pas d'une façon qui est culpabilisante en disant bah t'as fait le choix et t'as mal choisi, c'est un peu nul, tu vois. C'est de dire t'as peut-être pas fait les bons choix, mais parce que tu savais pas comment faire autrement et t'étais influencé par plein de choses. Regardons ces différents facteurs et essayons de te redonner du choix pour pas que tu te retrouves à nouveau dans une situation qui est délétère pour toi, tu vois. Donc c'est un choix responsabilisant et pas culpabilisant. Et comment les femmes peuvent prendre conscience justement de ces schémas un peu négatifs? Parce que tu sais, il y a toujours cette notion, bah, on est tous hyper différents, comme tu le dis si bien. Donc, par exemple, parfois tu regardes des couples et beaucoup tu te dis, mais comment ils font quoi pour être ensemble et ils sont dans un schéma qui leur convient pourtant. Et en fait, quand tu parlais est-ce que c'est pas un moment où on se retrouve dans un schéma répétitif, on a l'impression de provoquer un peu les mêmes choses, où on se retrouve un peu dans un système où on a voilà, l'impression de subir ou de reconnaître un schéma, que les femmes commencent à se poser des questions? Qu'est-ce que tu constates en général, toi? Ouais, alors j'ai plusieurs profils. Alors évidemment, il y a autant de profils qu'il y a de personnes, mais si on fait un peu des grandes lignes, tu vois, Mm, même sans mettre dans les cases, mais bien tu vois, je sûr. vais avoir des femmes qui ont 35 ans, 40 ans, qui ont très bien réussi au travail, mais qui ont Mm, complètement délaissé leur vie amoureuse. Je vais avoir celles qui sont dans la trentaine, qui enchaînent les débuts de relations de 2 mois, 3 mois, sans que ça aille plus loin. J'ai aussi des femmes qui ont passé 10, 15, 20 ans dans une relation qui a été insatisfaisante, voire toxique, voire même parfois violente. Donc, des fois, c'est pas toujours une répétition de plein de choses, mais c'est en tout cas un état de souffrance et d'insatisfaction, soit consécutif à une répétition comme ça, soit consécutif à une histoire qui parfois a duré longtemps, mais qui du coup a été source de difficultés et de souffrances particulières. Et en fait, c'est ça pour moi qui fait interroger pour sortir un peu de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal, c'est toujours difficile. La norme, elle change en Ouais, plus. C'est qu'est-ce qui est souffrant, qu'est-ce qui est pas souffrant. Et il y a des ouais. choses qui sont souffrantes pour moi, parce que mon histoire, parce que ma personnalité, parce que mes besoins, qui ne le seront pas pour toi. Et du coup, bah, toi, à partir du moment évidemment où ça respecte l'autre, hein, c'est la limite, bah, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas Ouais. de sujet. Non, mais c'est exactement ça. Et je pense que c'est ce que tu dis, c'est qu'il faut toujours que ça résonne, en fait, dans la personne. Et je pense que c'est aussi un peu le piège en amour, c'est que parfois on peut avoir des surréactions émotionnelles. Et en fait, quand je parlais de la tendance à victimiser, en fait, il y a un petit peu de tendance, c'est que si tu vas repousser toute la faute sur l'autre en disant, waouh, j'ai surréagi à ce que tu as dit, c'est horrible, ça me fait sentir comme ça et tout, moi je suis la spécialiste de ça. Ben, en fait, il faut aussi se poser un peu la question de la part qui vient de nous. Bien sûr. Je sais pas si c'est d'accord, parce qu'il y a une question de responsabilité. Moi, ce que je trouve un peu délétère sur les réseaux, c'est parfois, on en parlait, mais bon, voilà, de dire, ouais, bah, s'il a fait ça, c'est sûr que c'est pas bon. Si, voilà. En fait, on met un peu dans des cases les red flags, les machins, puis à la fin, tu te dis, non, mais ok, mais en fait, moi, comment je me sens par rapport à ça? Par exemple, moi, quelqu'un qui me répond pas pendant 3 jours, je m'en fiche complètement. Je suis pas du tout insécurisée de ce côté-là. Par contre, il y a d'autres choses qui vont vraiment me faire sentir mal. Et si tu veux, je pense qu'il y a vraiment une question du ressenti, de se poser la question. Et à chaque fois qu'on surréagit, ça veut dire quelque chose de nous aussi. S'il n'y a pas de violence, alors on va éliminer tout de suite. S'il n'y a pas de violence physique ou verbale. Oui, Évidemment, si la personne lève son poing sur nous, on va surréagir. Mais il y a... bien sûr, bien sûr, mais hors situation Voilà. d'emprise ou d'abus.
physique ou morale, émotionnelle. Bien sûr, c'est très juste ce que tu dis. Et moi, c'est vraiment ce que je travaille, notamment avec le coaching rencontre où j'accompagne les femmes célibataires. C'est vraiment à revenir à elles, en fait. Parce que souvent, dans la rencontre et dans la relation, on va regarder l'autre. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il va me choisir? Comment faire pour lui plaire? Tu vois, toutes ces choses-là. Et en fait, moi, je veux qu'elles reviennent à elles et qu'elles se disent, OK, bon, là, il n'a pas répondu, comme tu dis. Mais pourquoi est-ce que moi, je réagis comme ça? Où est-ce que ça vient appuyer à l'intérieur? Et encore une fois, c'est pas pour se culpabiliser, c'est pas pour se flageller, c'est juste pour comprendre comment on fonctionne, pour remettre un peu de douceur là où on peut, accepter certaines choses que même si on les travaille 1000 fois, bah, elles resteront toujours un petit peu comme ça et c'est pas grave, bah, on apprend à vivre avec et puis on fait autrement. Mais vraiment de se recentrer, c'est ça qui donne de la liberté parce que sinon on est toujours soit prisonnière du regard de l'autre, soit de ses actions, soit de ses paroles et c'est là où en fait ça devient hyper impuissant comme situation. Et c'est ça le... Ouais, ben ça rejoint, c'est marrant parce qu'on travaille sur des thèmes similaires autour de la périménopause et tout, et on en revient toujours à cette notion d'acceptation. Et acceptation, c'est à la fois accepter que son corps change, qu'on change. Enfin, il y a énormément de choses autour de ça, et aussi les pardons, où je trouve que c'est hyper important. Comme tu dis, si on est plus ou moins sensible à l'abandon, on a des schématypes, voilà, avec le drapeau abandon, le drapeau je sais pas quoi, enfin peu importe d'ailleurs, même les noms de ces blessures. Mais quand on commence à identifier un schéma répétitif, ce qui est chouette, c'est que si on est capable de prendre du recul dessus, dire ah ouais, ça c'est quand même un peu moi, bah, a priori, on est capable d'avoir un peu moins de roller coaster exactement pour les variations hormonales. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir ça et d'en souffrir, on peut lisser un peu, le vivre toujours. Et je pense que le gros piège du développement personnel, coaching, quel qu'il soit, c'est de dire un jour, tu vas tellement bosser sur toi, tu vas atteindre ce niveau-là, et après, tu seras un petit Bouddha tout lisse. Bah non, c'est évidemment pas ça. Et c'est la même chose avec les plantes et tout. L'idée, c'est de donner des moyens de prendre du recul, je pense, par rapport à une situation pour voir les choses un peu différemment. Tu apportes surtout des éclairages, c'est ça, des angles de vue. Ouais, bah c'est ça. Bah, c'est encore une fois, moi, ce que je dis souvent à mes coachés, c'est on va cartographier ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et parce que j'ai connaissance de la carte, alors bah, je peux éviter les rues un peu sombres ou les impasses. Et puis je peux aller sur les endroits qui sont plus joyeux pour moi. Et malheureusement, on peut pas toujours éviter parce que je pense que des fois aussi, dans le développement personnel, ou en tout cas dans la façon dont les gens le comprennent, parce que tu vois, il y a aussi le message et puis il y a comment les gens l'interprètent dans ce qui les arrange. Il y a un peu ce côté de ah j'ai plus jamais ressentir d'émotions négatives, ah la vie va être trop facile, ah, genre ça n'existe pas, c'est le monde des bisounours. Ce qui est très fou quand tu regardes en neurobio, je fais le parallèle aussi. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte, donc on a été dans une société quand même assez binaire. Hein. T'es bon ou t'es méchant, t'es honnête ou t'es malhonnête, et trucs. Alors qu'en fait, on a tous un peu une part de chaque. Évidemment, et surtout quand on est dans les extrêmes, quoi. Enfin, tu vois. Et en fait, il y a un côté très frustre par rapport à ça. Effectivement, si tu dis, tu vois, on va pouvoir avoir tendance, par exemple, à ne pas voir la part de nous, de ce que ça veut dire de nous, et donc à reproduire et à tout le temps, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Enfin, tu vois, à reproduire ce schéma-là. Au lieu de un petit peu voilà, se poser la question de ses ressorts émotionnels, dans toutes les études sur la santé, il est montré que quand une émotion négative traverse, l'émotion, elle dure entre 5 et je crois 9 minutes si on la laisse nous traverser. C'est du oula, ouais, ça nous arrive tous, hein, le matin on se lève et t'es là, bon, je suis en colère ou pas bien, ou je sais pas, même pas de raison. Mais si on laisse l'émotion nous traverser, et d'ailleurs c'est assez marrant parce que tu avais plein de techniques en Inde ou dans d'autres pays où on laisse un peu des tremblements, des grognements, des choses. Il y a beaucoup de choses comme ça, de travail sur les énergies ou des exercices somatiques que je trouve hyper intéressants. Et si tu rentres en résistance, si tu la freines en disant non, aujourd'hui ça va être une bonne journée, je suis pas en colère ce matin, tu as toutes ces raisons débiles de vouloir le petit Bouddha, et ben en fait ça va durer beaucoup plus longtemps. Et il y a beaucoup de maladies immunitaires qui seraient vraiment de la répression émotionnelle et qui seraient très mauvaises pour la santé. Et c'est ça qui est absolument dingue. Bien sûr, bah, j'imagine que de toute façon, ça doit stresser le corps. Et du coup, toute source de stress n'est pas bonne pour le système, hein, d'une façon générale. Donc, ça doit venir abîmer, effectivement, et avoir des répercussions physiologiques. Donc, oui, moi c'est, tu vois, c'est une approche. Alors, moi, je suis pas thérapeute et voilà, je suis pas neurobiologiste non plus, mais j'essaye. Moi, j'aime bien me nourrir de plein de choses et puis trouver ce qui fait sens et ce qui fait sens avec les autres choses voilà, qui existent, toujours dans quelque chose de très scientifique aussi. Je trouve que c'est important, mais c'est vrai que cette approche dans la corporalité, de l'émotionnel, moi j'ai beaucoup de femmes qui intellectualisent beaucoup, et je suis aussi comme ça, hein, donc je plaide coupable. Voilà, et de sortir de cette surintellectualisation pour revenir et se dire, c'est juste une émotion en fait, je ferme les yeux, c'est désagréable,
et puis voilà. Mais ouais, et puis ça, c'est un truc très fort ce que tu dis, ce côté viscéral, parce que finalement, on est très perché dans la tête et le mental. Et tu sais, quand on parle de la fameuse dissonance tête-cœur, je sais pas si toi, tu intègres parfois des exercices somatiques ou des choses comme ça dans ta pratique ou des trucs de méditation, si tu donnes des pistes, en fait. Mais moi, j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça juste révolutionnaire. Ce côté où, en fait, effectivement, on est tout de suite en résistance quand il y a une émotion négative. Et il faut vraiment, quand on commence à la questionner, à se demander ce qu'elle nous dit et à trouver un moyen de voilà, la vivre pleinement et de s'arrêter dessus, ça apporte énormément d'informations, en fait. Et c'est ça qui est dingue. Complètement. Bah, de toute façon, aujourd'hui, c'était quelque chose que je faisais moins. Enfin, maintenant, je l'introduis là de plus en plus. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose que je vais introduire encore plus, je pense, Ouais. dans ma pratique. Il faut aussi que moi, je me forme sur le sujet. Ouais. Moi, j'aime bien parler des choses que je maîtrise bien. Bon, ça, c'est mon côté perfectionniste. Mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Je pense que cette double approche fait sens. C'est-à-dire que si tu si tu te laisses juste traverser par tes émotions, mais que tu n'essayes pas de comprendre d'où elles viennent, qu'est-ce que ça vient t'expliquer, etc., bah, tu perds quand même de la granularité, tu vois, dans la compréhension, et tu t'exposes à les revivre encore et ça reste pas très agréable. Mais en même temps, si tu les intellectualises et que tu te laisses pas traverser par l'émotion, bah, il manque aussi quelque chose. Donc, il faut réconcilier ces deux. Et puis, on peut les utiliser, hein, les émotions négatives. Hein. Moi, je trouve qu'il y a un côté, par exemple, la colère, j'ai toujours, moi, quand ça m'arrive, tu vois, tu te dis, ou par exemple, quand tu as procrastiné sur un sujet que tu n'aimes pas, la gestion du budget, trésor, et ben en fait, ça va te donner, à un moment, tu te réveilles, tu dis, ah bah merde, évidemment, je suis en retard, donc ça m'arrive et machin, et je peux pas faire ça et tout. Et en fait, ça va te donner l'élan d'énergie, tu peux l'utiliser, parce que c'est associé à une énergie, et tu peux, mais si tu le fais consciemment, c'est super productif, en fait, et tu acceptes un peu plus toutes les émotions. Mais toi, qu'est-ce que tu constates dans l'espèce de libération émotionnelle au niveau des femmes? Parce qu'on parle de l'amour, des rencontres, mais en fait, c'est la vie qui se joue à travers ça. Ça veut dire que j'imagine que quand les femmes récupèrent une sorte de pouvoir d'estime, enfin moi, il y a aussi une espèce de reconstruction à un autre niveau là-dessus. Mais en fait, on se rend compte qu'à tous les niveaux, il y a une certaine fluidité qui se récupère finalement, et que parfois sur ce côté lâcher prise, et tu dis souvent des femmes qui ont bien réussi, bah, souvent les femmes qui ont bien réussi, qui ont mis beaucoup d'affect là-dedans, c'était aussi pour se rattraper parfois de ne pas avoir pu avoir de contrôle dans une autre sphère. Qu'est-ce que tu observes au fil justement des séances avec ces femmes-là que tu trouves le plus marquant quand il y a des espèces de libération ou acceptation émotionnelle plus forte? Bah, moi, vraiment, c'est cette transmutation vers la responsabilisation. Ouais. Souvent, c'est ça, tu vois, qu'elles me disent. Et là, j'ai encore eu le cas il y a pas longtemps avec des coachés de me dire ah ouais, mais là, je me rends compte de ma part de responsabilité. Mais encore une fois, pas d'une façon culpabilisante pour elles, vraiment dans la vraie responsabilité. Et de se dire ah ouais, là, je me victimisais beaucoup, j'étais beaucoup. Et là, je vois ce qui se passe. Alors, c'est pas facile. C'est hyper chaud. C'est hyper dur, les zones d'ombre. Et pourtant, tu vois, j'accompagne des femmes. La plupart de celles que j'accompagne, elles ont déjà fait beaucoup de thérapie avant, donc et ça a été nécessaire et très utile. Au contraire, il faut. Mais des fois, le coaching vient apporter un autre angle et comme on focus sur les relations, il n'y a pas trop d'échappatoire. C'est genre, on y va. Et puis, on traverse ça. Donc, c'est responsabilisation et du coup soulagement que ça amène. Ouais, et puis le côté effectivement, moi ce que j'aime bien dans la partie coaching pour tester les deux aussi en rapport avec là-dessus, c'est que c'est très aussi spot on quoi, quand on va dire bah tiens je fais ça pour les enfants, non non là c'est des bullshit, dis ce que tu fais pour toi, parle de jeu, on dit pas nous, on dit pas on est focus. Et en fait alors ce côté responsabilisation il a un peu deux aspects, parce que je sais que pour avoir vécu aussi des choses, il y a effectivement toujours se dire sa part de responsabilité, parce que si on admet sa part de responsabilité, c'est sa part de pouvoir, et ça je pense que c'est très fort chez les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui, tu sais, dès qu'on dit j'ai pas le choix, bah en fait t'as toujours le choix, et ces trois choix dont on parlait, accepter, renoncer, quitter, on les a toujours dans toutes les situations. Mais il y a aussi, je refais le petit aparté, mais sur les violences physiques et verbales. Et en fait, ça peut être très difficile aussi pour les femmes qui refusent d'être dans les victimes et les fameuses femmes fortes qui cachent leurs failles et tout. Il y a aussi ce côté-là où, par moment, il faut savoir reconnaître de quoi on est victime, quand on est victime, parce que quand ça dépasse la ligne rouge et qu'on est vraiment insulté ou menacé ou violencé, là, c'est hyper important d'aller voir. Et ça peut être hyper dur aussi pour des femmes. Surtout, j'imagine. Après, c'est toute la difficulté. Il y a plein de choses autour de tout ça. Comment est-ce que je reconnais mon statut de victime dans cette situation sans faire mon identité globale? Enfin voilà. Mais c'est un peu pareil avec les émotions, c'est-à-dire plutôt que de dire je suis triste, je ressens de la tristesse. C'est pas pareil. Donc c'est donner sa juste place aux choses. Exactement. Ça fasse sens sans venir nous ensevelir sous quelque chose qui est trop loin à porter.
C'est là où tu as complètement raison. Et en fait, il faut se dire que tout ça, c'est que des nœuds, en fait, des nœuds émotionnels, des fausses croyances. Il y a des petits nœuds un peu partout et on les dénoue un à un. Ça veut dire, ah, ok, bah là, je dois reconnaître que là, j'ai été victime ou là, je reconnais ma part des responsabilités. Des petits nœuds qu'on dénoue sur des croyances ou des fausses croyances au fur et à mesure et après, on avance. Est-ce qu'il y a des retours en arrière? Est-ce que tu as des messages des femmes qui récupèrent peu à peu l'estime d'elles et puis qui, bam, retombent tout d'un coup sous emprise? Est-ce que t'as quelque chose pour les faire sortir une fois pour toutes de schémas un peu répétitifs? Qu'est-ce que tu Alors, observes, toi? sous emprise, pas que je sache, peut-être. Après, j'ai accompagné sur les 4 dernières années à peu près 500 femmes, Ah donc ouais. j'ai pas de nouvelles de tout le monde, mais j'ai des nouvelles de celles qui ont pas mal avancé, donc ça c'est chouette. Mm. Après, il y a des retours en arrière dans le sens où on retombe un peu dans nos, sans parler même de l'emprise, mais juste dans une peur de l'abandon qui va se manifester, de l'anxiété, tout ça. Ça fait partie du jeu, hein. De toute façon, encore une fois, c'est pas un truc linéaire. Ouais. Pour moi, justement, euh, la fluidité dont je te parlais tout à l'heure, c'est aussi d'être capable de gérer ce cheminement. C'est un peu comme un escalier qu'on monte, et puis des fois on monte 3 marches, on en redescend une, bah, c'est pas grave, tu vois, c'est toujours comprendre, est-ce que j'étais plus fatiguée, est-ce que là en fait la marche, c'était pas une marche, il y en avait 4, donc en fait c'était un peu haut, quoi, donc il fallait revoir, donc c'est toujours regarder ça avec beaucoup de bienveillance, parce que de toute façon, c'est pas en s'autoflagellant, c'est pas en repartant Ouais. dans des croyances limitantes de se dire qu'on n'y arrivera jamais, qu'on est nul, que ça va nous aider à avancer. Après, il n'empêche que des fois, c'est extrêmement difficile, hein, évidemment. Et puis, on part pas toutes du même endroit. À la fois, on n'a pas toute la même histoire. À la fois, on n'a pas toutes, physiologiquement, j'imagine, la même façon de vivre nos émotions. On n'a pas tous la même résilience. Donc, il faut accepter ces différences-là pour essayer de naviguer tout ça malgré tout, quoi. Et tu vois des profils, t'identifies, toi, des profils à ton niveau de femmes plus résilientes que d'autres, t'identifies des facteurs ou pas forcément? Euh, je pense que ça dépend vraiment beaucoup de. J'allais dire de l'histoire quand même déjà, hein, parce que de toute façon, dans tout ce qu'on est en train d'exprimer là, la façon dont on a vécu la relation avec nos parents, notre style d'attachement, la façon dont nos parents nous ont aimés, se sont aimés, tout ça, forcément, ça vient jouer sur. En fait, la résilience, c'est la sécurité qu'on a à l'intérieur de soi, quand même. Ouais. Et donc, quand on a grandi dans des schémas qui sont compliqués, on a peu de sécurité à l'intérieur et donc on a peu de résilience, c'est-à-dire que la moindre chose vient nous tomber sur un besoin qui est fondamental on a du mal à se raccrocher aux branches. Donc, Ouais. Non, mais d'ailleurs, l'estime de soi, je pense que c'est beaucoup lié à ce niveau de sécurité intérieure, hein. C'est ça, c'est de le construire. ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, l'estime de soi, elle se construit aussi dans notre enfance, dans la façon dont nos parents nous ont projetés en tant qu'enfants, quelle place ils nous ont donné, comment ils nous ont mis en avant ou pas. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là. Après, moi, ce que je vois, celles souvent pour lesquelles c'est plus difficile, c'est des profils de femmes peut-être où il va y avoir beaucoup de rigidité, mais la rigidité étant un mécanisme de protection, hein, c'est ce qui leur Bien a sûr. fait tenir toutes ces années. Mais du coup, il y a beaucoup de rigidité, peut-être un peu d'agressivité entrée, tu vois, contre elles, contre les autres, contre tout ça. Et des fois, c'est un peu plus compliqué. Après, moi, j'ai un côté un peu optimiste. J'aime bien me croire que, tu vois, on peut toujours faire Oui, quelque là, tu parles de la carapace de la femme forte qui a besoin de personne et qui. Ouais. chose. Et bah, après, il y a des gens qui ont une carapace, mais il y a une petite rigidité, mais tu sens que c'est quand même, tu vois, on va quand même y aller. Mais il y a des personnes, tu le sens dès le début du coaching, elles sont tout de suite un peu dans l'opposition. Elles ont envie, mais en même temps, je sais pas C'est comment dur. expliquer. C'est un ressenti aussi, tu vois, dans le non-verbal, mais tu sens que l'espace, il est tout petit, quoi. Et du coup, bah, quand l'espace, il est tout petit, c'est plus difficile de s'y glisser pour élargir, pour qu'il y ait autre chose qui se passe. Mais bon, je pense que petit à petit, on peut y arriver et puis on crée autre chose, quoi. Oui, bien sûr. En fait, il y a un besoin de vulnérabilité, je pense, qui est très C'est ça. fort aussi quand on fait ce genre de choses. Il faut s'y C'est engager. accepter de pas être en contrôle de tout. Et c'est pour ça qu'on peut pas changer aussi. Tu vois, tu peux aller dans des couples ou des choses quand il y a quelque chose qui marche pas, mais que l'autre est pas prêt à le faire. On peut jamais forcer une démarche de changer ou de voir les choses différemment. Parce que déjà que c'est dur quand ça vient de nous. Alors si en plus ça vient pas de nous, c'est mort, quoi. Non. T'as jamais. Enfin, toi, tu fais pas des couples Alors, ensemble, ou tu fais pas, ou t'as pas la femme qui t'envoie l'homme, ou ce genre de non, choses. non, aujourd'hui, ouais, j'ai pas de couple ensemble. J'ai des programmes pour mieux communiquer dans sa relation, des choses comme ça, à travailler potentiellement à deux. Mais j'accompagne pas des couples ensemble. Mais oui, tu as raison. Enfin, de toute façon, encore une fois, il faut toujours se poser la question. Moi qui essaye d'amener l'autre à un endroit, comment est-ce que je réagirais si lui essayait de faire la même chose avec moi, ou si elle essayait de faire la même chose avec moi? Est-ce que ça me plairait ou est-ce que ça me mettrait encore plus en opposition? Bien sûr. Et Ouais. la réalité, c'est que personne n'aime qu'on lui dise
ce qu'ils doivent faire et tout le monde aime se sentir libre dans ses décisions. Donc, Ça, c'est sûr. Et si je te demandais les grands schémas que tu identifies ou croyances limitantes, enfin, ce que tu as vu de ton expérience autour de 500 femmes, c'est quand même beaucoup. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner aux femmes pour justement arriver à reconstruire un peu cette sécurité intérieure et se faire confiance, en fait, ce qui est le nerf de la guerre? Et tu sais, c'est marrant, attends, je rebondis juste sur ce que tu disais tout à l'heure, ce que j'ai oublié. Je me suis fait la réflexion la dernière fois, quand les femmes vont à un rendez-vous, tu disais, il faut toujours plaire et tout, bah, très souvent, la femme, elle se dit, mais est-ce que je vais lui plaire, est-ce que je vais lui plaire et tout, alors que l'homme est plutôt, est-ce qu'elle va me plaire? Et là, tu te dis, encore une fois, il y a un biais culturel, tu vois, typiquement, un genre de fausse croyance. Pourquoi, même si il lui plaît pas, elle va devoir plaire? Et c'est des trucs que j'ai entendus de la bouche de mes amis. Je me suis dit, mais attends, pose-toi aussi la question. Et je sais que tu l'avais mis dans tes posts et je trouve ça tellement vrai. Enfin, ça, c'est typiquement un biais culturel, quoi. Ah, mais complètement. Bah, de toute façon, il y a évidemment toutes les croyances qui sont liées à la culture, à la société, etc. Donc, aussi je suis une femme, j'ai le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça. C'est un homme, il doit être comme ci, il doit être comme ça. Hein, donc, il y a aussi tout ça. Les trucs hyper classiques, ça va être les choses autour de je mérite pas d'être aimée, personne ne voudra jamais de moi. Tu vois, ce genre de croyances qui sont très fortes et qui viennent nourrir nos comportements sans qu'on s'en rende compte. Beaucoup de peur de l'abandon, beaucoup de peur de perdre sa liberté aussi, ça c'est récurrent, la peur d'être déçu, la peur de souffrir, enfin tu vois, toutes ces choses-là. Et pour sortir de ça, déjà comprendre les schémas qui se répètent, quel schéma exactement se répète, pourquoi, et puis ça peut paraître contre-intuitif, mais qu'est-ce que ça vient nourrir chez moi? En quoi est-ce que ça m'arrange? Et en fait, tout ça, c'est souvent des mécanismes de protection, c'est des choses qui viennent nourrir effectivement un besoin de sécurité, mais c'est des mauvaises stratégies. Alors, elles sont pas complètement mauvaises parce que d'une certaine manière, il y a une partie de nous qui reste en sécurité, mais en fait, quand on va dans des espaces relationnels qui sont pas sécures, on n'est pas vraiment en sécurité. Donc, tu vois, il y a une dissonance entre ce que je vais chercher et la réalité de ce que je trouve dans mes relations. Et pour revenir sur ce que tu disais, sur à quel moment est-ce que je m'interroge, au-delà même de la question de la souffrance, pour moi, c'est quand il y a une dissonance comme ça entre ce que je vais chercher et ce que j'obtiens, bah, c'est qu'il y a quelque chose qui passe pas à cet endroit-là. Et c'est qu'il y a beaucoup de projections et de choses ouais, comme ouais, c'est ça. sur la réalité. Pour moi, la sécurisation, elle passe par bien développer son estime de soi, parce que, en tout cas, retrouver un lien à soi qui soit plus doux, puisqu'on a dit, ça va être notre première source de sécurité, ça va être nous-mêmes. Hein. Ça se construit comme ça. Donc moi, c'est ce que j'appelle mettre un fond à son puits intérieur, reposer des briques pour que le puits puisse se remplir avec ce que les autres nous donnent. Ça va passer par la question des limites aussi, parce que quand je pose une limite, je dis où je m'arrête, où je commence. Et donc, ça, c'est essentiel. C'est vraiment très essentiel et souvent c'est dur hein, de savoir où on pose de limites ou pas. Et effectivement, parce qu'il y a quelque chose qui aide beaucoup aussi, c'est de se dire qu'est-ce que tu conseillerais en fait à ta meilleure amie dans ce cas et en fait fais de toi ta meilleure amie parce que souvent on se rend compte qu'on est plus dur avec soi-même dans les choses en disant non mais ça c'est bon, ça je vais supporter, je vais supporter, je vais supporter. Puis après t'as coupé pleine et tu crées un désastre émotionnel des deux côtés. Bien sûr. Et en fait c'est très difficile et souvent c'est un manque de courage de pas poser ses limites, c'est ça qu'il faut regarder. Et quand on accepte de les poser, qu'on les récupère en spontanéité, en fluidité, bah, tout devient miraculeusement plus simple aussi, en fait, d'être plus respecté, considéré. Et en fait, étonnamment, je ne sais pas si tu es d'accord, mais ne pas poser ses limites à tous les niveaux, hein, là, bureau, relations, etc., c'est piège pour l'autre. Parce qu'en fait, si on ne sait pas dire quand ça s'arrête, quand c'est trop pour nous, quand là, ça va pas, bah, en fait, ça va forcément conduire à un désastre émotionnel, quel que soit le contexte, quoi. Bien sûr, de toute façon, c'est ce que je dis souvent, hein, c'est qu'on pose ses limites, on pose pas ses limites, pardon, parce qu'on veut être gentil, parce que tout ça. Mais en fait, on n'est pas gentil quand on pose pas ses limites. On n'est pas courageux. On fuit le conflit, voilà, et moi ça m'arrive aussi, hein, c'est une réalité, mais c'est juste de se dire qu'on abîme plus le lien en ne posant pas nos limites qu'on va l'abîmer en la posant. Bah, tu sais, moi je me suis même fixé des exercices à la con par jour où je devais dire au moins non à une personne par jour. Mais ça m'a sauvé. Hein. C'était un exercice de ma coach et c'était genre un truc débile. Non, je veux pas de votre nouveau contrat électricité. Mais en fait, c'est assez libérateur parce qu'après, tu fais des fausses promesses, tu t'engages dans des trucs, tu n'arrives plus à ressortir du truc. Et je pense que ouais, s'autoriser à dire non, c'est déjà le premier truc qui est hyper important. Bien sûr. Et j'ai même envie de te dire, moi, ce que je vois, c'est que si tu veux avoir de la proximité émotionnelle avec l'autre, alors il faut poser tes limites. Parce qu'en fait, moi, ce que je vois, j'ai beaucoup de femmes qui, en fait, quand on creuse, on se rend compte qu'elles ont peur de l'intimité. En fait, elles ont peur de l'intimité parce qu'elles ne savent pas poser leurs limites. Et donc, l'autre est forcément une menace parce que l'autre, il va forcément risquer de m'envahir puisque moi, je ne suis pas capable de dire stop. Et donc,
pour éviter d'être envahies, ben, la solution qu'elles ont trouvée aujourd'hui, c'est de se retrouver loin. Alors, des fois, c'est illusoire, c'est-à-dire qu'elles vont courir après des hommes indisponibles. Oui, ben, du coup, en fait, elles vont pas dans l'intimité, mais elles ont l'illusion d'être dans une relation. Mais voilà, et donc, en fait, quand je pose mes limites, ben, en fait, je me redonne la possibilité de me rapprocher de l'autre sans être menacée dans mon intégrité. Exactement. Tu sais que tu es en sécurité où que tu sois. Non, mais ça, c'est des trucs, je pense que c'est un schéma qui est récurrent chez les hommes comme femmes, hein, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'hommes qui sont sensibles et qui sont de ce côté-là, mais c'est vraiment. Et est-ce que tu as vu des choses, alors, on va dire, hors violence verbale et physique, évidemment? On élimine toujours ces cas extrêmes où, évidemment, il faut partir vite. Est-ce que tu as vu des cas de vraies choses toxiques où ça ne concernait qu'une personne et pas l'autre? Tu sais que toujours cette notion de responsabilité. J'ai un peu de mal avec le mythe du pervers narcissique qui circule sur Internet où à chaque fois que tu te sépares, ouais, c'était un pervers narcissique, c'est un truc, ouais, enfin bon, oui, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, bah, de toute façon, ça existe, les pervers Bien narcissiques. sûr que ça existe. C'est une construction psychique. Il y a un super podcast, épisode de podcast de Vlan sur le sujet Ouais. récent. Que je vous invite à écouter si ça vous intéresse. Après, évidemment, heureusement qu'il n'y a pas autant de pervers narcissiques qu'il y a de gens qui sont étiquetés comme tels, sinon on aurait un problème. Donc pareil, si on enlève aussi ce cas extrême là qui est particulier et qui va souvent avec les violences et l'emprise de toute façon. Oui, bien sûr, des fois il y a une personne. En fait, quand tu creuses, la personne qui a des comportements un peu qu'on pourrait flaguer comme toxique, tu vois, dans la relation. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Elle a une mauvaise estime d'elle-même, elle n'a pas confiance en elle, elle a une grosse peur de l'abandon, elle a une émotion qu'elle ne sait pas réguler. Tu vois, donc, et une insécurité, une grosse insécurité derrière, toujours. C'est pas une excuse, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'accepter, de tolérer Bien ça sûr. dans la relation. Évidemment que non, il faut encore une fois poser ses limites. Mais c'est comme tu disais tout à l'heure, des gens méchants, c'est quand même, je pense, assez rare. Il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui sont blessés et qui ne se prennent pas en charge et qui, du coup, ça a des conséquences sur leur lien et c'est un problème. Il n'y a pas de sujet. Mais voilà. Mais tu vois, c'est bête, mais moi je trouve que cette vision-là, de se dire que quand l'autre est peut-être, parce que de toute façon, je pense qu'on a tous à un moment ou à un autre dans des relations des comportements toxiques, hein. Personne n'y échappe, hein. Il n'y a personne parfait et on est tous très imparfaits. Mais ce qui est terrible, c'est que c'est quand l'autre ne se pose pas du tout de questions, il va tout rejeter en fait sur la toxicité de l'autre sans se poser de questions. Et effectivement, tu dis là, on en revient aussi à un problème de sécurité intérieure et c'est quand même beaucoup plus apprenant, je pense, d'identifier que bah on va dire que 99%, je pense, des choses qui se passent, parce que les pervers narcissiques, c'est quoi? C'est 1%, même pas, de la population. Je sais plus quel est le Ouais, je crois que pourcentage. c'était même moins, enfin, j'avais vu dans ce truc-là, mais c'est vraiment, enfin, la perversion, la définition psychiatrique de la perversion, c'est quand même quelqu'un qui va avoir du plaisir à faire du mal à l'autre. Donc là, ça va loin, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une notion d'intentionnalité qui est, faut vraiment énormément de souffrance et de maltraitance pour l'enfance pour en arriver à ce niveau-là, quoi, en fait. Il faut avoir soi-même été très maltraité, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même plus intéressant et je pense qu'on peut travailler notre réactivité émotionnelle à voir dans ce que l'autre nous renvoie, qui parfois est super désagréable et qu'on se prend en pleine poire comme une propre insécurité de l'autre, plutôt que de vouloir tout de suite mettre l'étiquette. Moi, c'est ça qui me gêne un peu aujourd'hui, de mettre tout de suite l'étiquette. Ah ouais, non, mais c'est bon, là, t'es comme ça, et c'est fini, et t'es encombré là-dedans. On retombe un peu dans ce truc binaire, c'est que je pense que souvent les gens, soit ils font ce que tu dis, ils mettent l'étiquette, c'est une façon de se protéger, de mettre à distance, mais du coup ça manque un peu de granularité. Soit on va avoir l'inverse qui va être, on va comprendre, on va être hyper empathique, on va tout excuser, mais du coup on va accepter des choses qui sont pas acceptables. Et du coup la voie du milieu, c'est de dire, je vois, je comprends, j'ai de la compassion, j'ai de l'empathie, mais ça veut pas dire que j'accepte ça pour moi dans la relation. Et en fait, c'est pour moi, je trouve la zone d'équilibre qui permet de réconcilier ces deux choses-là qui fait le plus sens. Et il est dur, ce juste milieu, mais c'est exactement ça. Et il faut d'abord avoir une sécurité. Tiens, d'ailleurs, toi, après une rupture, après quelque chose de très toxique et tout, il y a plein de choses différentes. Je pense qu'il y a pas mal de femmes qui se reconnaissent là-dedans. Tu dis est-ce qu'il faut un peu de temps seul pour se retrouver? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces... Je pense que ça dépend. Je pense que quand même, si on a vraiment vécu une relation qui était toxique, où il y avait des violences ou des choses comme ça, il y a quand même un travail de reconstruction qui est important à faire. Alors après, attention, parce que la reconstruction, on la fait jamais de soi à soi-même. Tu vois, alors, on l'a fait en partie de soi à soi-même, mais on l'a fait aussi dans le lien avec l'autre. Alors le lien avec l'autre, ça peut être le lien avec son thérapeute ou sa thérapeute, ça peut être avec ses amis, ça peut être le fait, je sais pas moi, d'aller faire du bénévolat et de s'occuper d'autres gens. À travers ce lien, on se répare aussi. Donc c'est pas uniquement dans la relation amoureuse. Mais c'est important aussi parce que ça, je pense, c'est devenu un peu un mythe.
aussi du développement personnel. Le côté, je m'occupe dans ma petite grotte de mon estime de moi, de mes problèmes, et puis quand je vais sortir, tout ira mieux. Bon, c'est pas ça. Et j'aurais atteint mon niveau de petit Bouddha. Voilà, c'est toujours Ouais. en regard avec l'autre. Et puis après, on ajuste et puis on itère les choses. Donc, je dirais pas que c'est impératif. Je pense que mais je pense que ça peut être bien quand même de prendre le temps de réparer, en tout cas de faire en sorte que la plaie soit moins à vif, parce que le risque, c'est de se retrouver à aller vers les gens pour des mauvaises raisons, en Ouais, fait. tout à fait. Et de Et se puis la faire... familiarité. C'est ça. Et tu sais, le côté retrouver la famille. Et je pense que quand tu parlais du schéma, tu disais de la femme très empathique qui s'est un peu oubliée dans la relation à travers l'autre. Je pense que ce petit temps de mise à distance, il est indispensable parce qu'il y a aussi beaucoup le schéma répétitif qu'on observe de la princesse qui attend d'être sauvée, quoi. Et en fait, c'est là où on se met direct sous emprise. Donc, dans ce schéma de hyper empathie, où on se perd un peu dans la vérité de l'autre. Parfois, le temps de recul, il peut faire du bien et observer de waouh, comment j'ai pu accepter ça. C'est ça, bah c'est un temps de réparation, tu vois, c'est un peu, voilà, tu t'es cassé la jambe, bon, bah, pendant un petit temps, t'es plâtré, le temps que ça se répare, et puis par contre, évidemment, le jour où tu vas recommencer, bah, il va falloir quand même faire de la rééducation, il va falloir, donc c'est pas immédiat, mais il y a un petit temps de pause parce que sinon, bah, ça risque d'être plus douloureux. Tu marches avec le pied cassé. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et finalement, qu'est-ce que tu redirais en disant, voilà, la perte de l'amour, parce que il y a des séminaires, il y a des choses assez horribles qui disent, bah voilà, il y a la moitié des couples qui sont ensemble, mais qui en fait, enfin, il y a plus de raisons, de bonnes raisons, en tout cas, de se séparer que de pas se séparer. Il y a beaucoup de confort, d'insécurité, de choses comme ça qui rentrent en jeu, de peur de l'abandon, t'as dit. Il y a le confort matériel, il y a beaucoup de choses. Est-ce que toi, tu arrives à identifier un moment quand tu vas parler avec une femme où tu te dis, bon, même si tu lui dis pas comme ça, évidemment, là, il serait temps qu'elle parte. Hors violence verbale, machin, truc comme d'habitude. Alors, moi, c'est vrai que j'ai plus des personnes qui démarrent les relations, puisque aujourd'hui, c'est plus ces femmes-là que j'accompagne. Ça m'arrive aussi d'avoir des coachings avec des personnes qui sont en couple depuis longtemps. Moi, dans ce qu'elles me racontent, et des fois, oui, ça m'arrive de me dire, bah là, effectivement, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à communiquer ou qu'il y a des choses, on n'arrive pas à trouver un endroit où on se comprend et tout. Après, c'est toujours un peu biaisé aussi parce que l'autre me raconte avec son propre prisme et donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner son avis parce qu'on n'a qu'une partie de l'histoire. Exactement. Mais alors je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont mal assortis et qui feraient mieux de se séparer. Je pense qu'il y a des gens qui sont pas hyper bien assortis dans l'état de leur blessure actuelle, mais qui, avec un travail chacun sur soi et ensemble, pourraient créer quelque chose de mieux dans l'espace relationnel. Et malheureusement, on ne nous donne pas ces outils, tu vois, ces compétences relationnelles, ces outils ces outils émotionnels. Et ça me manque. Et je pense qu'il y a des gens qui pourraient améliorer la qualité de leur relation. Je mets facilement parce que c'est dans le sens où c'est des choses qui sont pas compliquées à comprendre, mais c'est peut être complexe à mettre en œuvre parce que ça vient chercher à l'intérieur. Mais oui, il y a plein de choses qui pourraient être faites quand même. Ouais. Et il y a pas un moment de bascule où tu dis, par exemple, c'est toujours difficile de différencier. Tu sais, parfois il y a des côtés maternants, donc l'inquiétude qu'on peut avoir pour l'autre, le rappel des bons souvenirs. Il y a pas Moi, j'ai toujours, je te disais un peu, parce que j'essaie d'identifier en fait quel est ce moment où on sort du déni pour se dire, bah ça y est, en fait, je l'aime plus, quoi. Enfin, j'ai plus d'attachement assez fort. Et je disais, moi, j'ai l'impression comme une perte de curiosité un peu du monde intérieur de l'autre, si tu veux. Enfin, moi qui suis capable de tout pardonner parce que je suis en train de me dire, non, mais c'est parce qu'il a vécu ça, et donc tu vas me dire, genre là. Et en fait, il y a un moment, tu dis, oui, mais bon, finalement, je perds cette curiosité-là. Où je me sens plus seule avec lui que quand je suis pas avec lui. Après, je pense que le problème souvent dans ces situations, c'est que le cheminement se fait d'un seul côté. C'est-à-dire que je suis en relation avec quelqu'un, j'ai des doutes, je sais pas où j'en suis, et en fait, je reste à l'intérieur de moi à essayer de trouver des solutions. Et pour moi, ça déjà, ça montre qu'il y a quelque chose de dysfonctionnel dans la relation, parce que en fait, dans une relation qui est fonctionnelle, qui est sur les bonnes bases, déjà, s'il y a un problème, on en discute, on essaye de régler le problème, et ça doit être vu ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je ressens tout ce que je ressens, c'est qu'il y a une raison. Quelle est la raison? Qu'est-ce qui ne va pas? Et je le présente à l'autre et je dis, bah, écoute, moi, dans la relation, là, je me sens plus bien, je me sens plus épanouie parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Quelle solution on peut trouver ensemble? Et d'ailleurs, quand tu vas chercher à l'extérieur avant d'en parler dans le couple, c'est déjà qu'il y a un problème. Quand tu vas chercher et c'est le cas dans beaucoup de relations, tu vois, mais encore une fois, on nous a pas appris, tu vois, et les bases de communication, les bases d'exploration de la relation sont peut-être pas assez présentes, mais je pense que ça, du coup, effectivement, c'est un tort, souvent, d'aller réfléchir juste à l'intérieur de soi quand
probablement on trouverait une réponse plus satisfaisante. Et puis, même si la réponse c'est on se sépare, mais au moins, tu vois, c'est pas un truc qu'on vient imposer à l'autre. Moi, je l'ai fait aussi dans le passé, hein, donc c'est pas du tout un reproche, mais dire, bah non, en fait, il y a un truc qui va pas, on essaye de le régler, et puis si on n'y arrive pas, bah, ça veut dire qu'il faut arrêter. Mais sinon, il y a un truc un peu couperet, tu vois, un peu radical. Et je pense que pour soi et pour l'autre et pour la relation, on se doit quand même d'en parler. Tu vois. Ouais, c'est plus honnête. Il y a beaucoup de choses qui s'évitent comme ça par peur du conflit. Bien sûr. Et pareil, moi je trouve que la validation extérieure, elle est horrible parce que quand tu sors du couple en disant ouais, un tel m'a dit que ouais, c'était pas normal qu'on fasse ça, bah, en fait, si tu as besoin d'aller chercher ta réponse dans la validation extérieure, c'est déjà qu'on a passé le cap où Bien sûr. on n'est pas capable de le résoudre Bien ensemble, sûr. quoi. Et c'est pareil dans toutes les relations, quoi. Bien sûr. Et ça, Après, pardon. Non, je veux dire, après, dans les relations, il y a de la violence, de l'emprise et tout. C'est un peu complexe parce oui. qu'effectivement, aller demander à l'extérieur, ça permet de sentir que on n'est pas folle, comme On peut-être. évacue ça, ouais. Voilà, c'est toujours. Mais en tout cas, encore une fois, dans une dynamique de relation non abusive, non violente, bah, il faut en parler à l'autre. Et c'est indispensable. Et d'ailleurs, toi, juste pour terminer là-dessus, mais quand tu as une femme qui sort vraiment d'une relation abusive, tu l'orientes aussi vers d'autres choses, tu l'accompagnes quand même, mais à côté d'autres choses. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? C'est rare que j'ai des personnes qui sortent pile poil de la relation et qui soient pas déjà en thérapie ou qui n'aient pas déjà tu vois, travaillé, donc qui n'aient pas suivi. Ça m'est arrivé quand ça a été le cas. En général, je redirige quand même d'abord sur un suivi thérapeutique parce que le coaching, en tout cas moi, le coaching de la façon dont je le fais, on va quand même creuser sur des choses. Il faut quand même avoir un peu de solidité, tu vois, à l'intérieur. Donc, tu vois, ça m'est arrivé aussi des femmes qui se sont inscrites 3-4 mois avant et puis le temps que le coaching commence, en fait, elles sont en dépression. Bah, du coup, elles viennent pas en coaching. C'est pas possible. Tu peux pas. Chaque moment a ses problèmes et il faut se concentrer sur ces choses-là. En plus, le coaching, le but, c'est de te mettre dans l'action. Donc, il faut, encore une fois, quand même avoir un minimum d'assises à l'intérieur. Tout à fait. Et juste niveau positif, si on termine là-dessus sur tous les conseils, parce que bon, on a abordé beaucoup les points plus négatifs, mais qu'est-ce qu'on peut ressentir? On a parlé de fluidité, pour en revenir un peu au self-love, donc plus de solidité, tu l'as répété aussi à plusieurs reprises. Plus de confiance dans ses choix en soi, retrouver du choix, je pense que c'est super important. Qu'est-ce que tu dirais comme mot-clé où tu te rends compte que la personne, à quel moment toi dans ton coaching tu peux dire ok, ça y est, là elle est prête à repartir dans la jungle, ça va bien se passer? Bah, moi, il y a vraiment ce truc de conscience et vraiment ce changement intérieur aussi de position, de se dire ah mais j'ai compris que je pouvais, bah, on fait bien sûr le choix, mais je pouvais aussi être celle qui choisit, tu vois. Donc ça, c'est vraiment ça et vraiment la conscience aussi de dire ah bah là, je vois ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et tu disais, j'aimais bien de récupérer du pouvoir en fait sur sa vie, c'est dans des petites actions, des petites choses plus spontanées. On va dire non ou oui plus vite. Et en fait, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup travaillé, c'est que pour avoir la possibilité de dire vraiment oui sans figer quelque chose en soi, il faut aussi avoir la possibilité de dire non. Et c'est un petit peu pareil, c'est ce courage des deux côtés. Et puis pour pouvoir se laisser vraiment aimer, il faut aussi apprendre à se dire qu'on n'aime plus quelqu'un. Et ça, c'est très dur aussi pour beaucoup de femmes. Et en fait, je pense qu'il faut toujours voir les deux polarités en fait du même spectre. Et ça, c'est super important. Finalement, c'est quand même réapprendre, tu parlais beaucoup de juste milieu, c'est quand même réapprendre une forme de nuance, de pensée plus nuancée. Complètement. Moi, je dis toujours aux gens, hein, quand vous venez me voir, vous êtes un peu comme des interrupteurs. C'est on-off, tu vois, ça switch oui, non, on-off, noir, blanc. Moi, mon travail, c'est de les transformer en petite, alors, je trouve jamais le mot là, mais en petit variateur, tu vois. Donc, où on a plus de positions que 0 ou 1. Et du coup, c'est ce que j'appelle moi la zone de gris, c'est-à-dire d'accepter. Mais pour pouvoir aller dans la zone de gris, il faut en fait un ancrage intérieur. Il faut une sécurité. En fait, c'est comme avec les enfants. Les enfants, ils explorent s'ils se sentent en sécurité chez eux. Sinon, ça fait des enfants. Ben, c'est pareil, là, c'est l'enfant intérieur, c'est toutes ces choses-là. Donc, pour trouver de la souplesse et explorer la zone de gris, il faut ancrer une forme de sécurité et développer cette sécurité. Bah d'ailleurs, dès que tu as parlé de l'enfant intérieur, je n'osais pas t'en parler, mais tu es d'accord que dès qu'on est dans la surréaction émotionnelle, c'est souvent l'enfant qui parle, le côté un peu autiste, ah tu fais plus jamais ça, c'est beaucoup l'enfant qui parle. Et le reconnaître, je pense que ça fait, Bien c'est sûr. bien, ça peut faire sourire. Moi aussi, des fois, ça m'arrive de mal réagir. Moi aussi, ça m'arrive de faire la gueule à mon mari et des choses comme ça. C'est pas grave. Là, il y a ce qu'on fait et puis il y a la conscience qu'on a de se dire ah oui, bah là, je vois ce qui s'est passé. Je vais pouvoir m'excuser, je vais pouvoir expliquer, je vais pouvoir réparer, en fait. C'est ça, hein, la conscience et évidemment la remise en question, parce que sinon, là aussi, il y a des gens qui sont tellement rigides qu'ils sont incapables de se remettre en question pas parce que c'est des gens bêtes ou qui sont trop menaçants pour leur système. Mais bon, du coup, à moi de me demander, est-ce que moi je peux relationner avec quelqu'un qui a cette incapacité à ce point-là à se remettre en question? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que ça... Et tu vois, on en revient beaucoup
beaucoup à flexibilité, rigidité. Et je pense que c'est super important. C'est à chaque fois, je retiens cette phrase de Jung, moi j'adore, et qui dit il est tellement plus facile de juger que de réfléchir, d'être dans le jugement, donc de se positionner en victime, noir bon, blanc noir, etc., intègre pas intègre. Et en fait, le problème, c'est quand on fait ça, il me semble que c'est vraiment ce miroir. Enfin, l'autre est toujours le miroir de soi, en quelque sorte. C'est qu'on ne s'accepte pas soi-même, parce que ce qu'on voit en l'autre, c'est des choses qu'on a en soi, forcément. Et donc, si on n'est plus dans l'acceptation et le lâcher prise avec l'autre, on est aussi plus avec soi-même, parce qu'il n'y a pas de relation. Tiens, on va terminer là-dessus, je pense que c'est encore mieux. Est-ce qu'il y a une relation idéale de quelqu'un qui répond à tous nos besoins et qui arrive comme un sauveur prince charmant? Bien sûr que non. Non, bien sûr que non. Esther Perel, elle dit quelque chose de très juste là-dessus, sur l'évolution notamment des relations. Bon, il y a quand même 100 ans en arrière, les gens, ils se mariaient encore pour des raisons socio-économiques, hein. Avant tout, le mariage, c'était un engagement comme ça. Ça a évidemment évolué, mais du coup, dans cette évolution, il y a aussi eu une envie, une attente vis-à-vis du partenaire ou de la partenaire, que cette personne représente l'alpha et l'oméga de notre existence, la totalité de ce qui devrait être là, presque ce qu'elle décrit, elle, comme le partenaire a presque pris la place de Dieu d'une certaine manière. Complètement. Demande inconditionnel, dans ce truc un peu parfait que il ou elle doit incarner. Ça reste des êtres humains avec leur propre limite. Et voilà. Et moi, j'aime bien cette phrase qui dit que il faut choisir quelqu'un qu'on est capable de supporter, même dans les moments où il vient pas combler nos besoins. Exactement. Ouais. Et puis il y a un truc qui est mignon aussi pour en revenir sur un truc positif quand on plonge dans ces zones d'ombre, l'enfant intérieur qui parfois crie, il fait des caprices et des jugements et des choses comme ça. Il y a aussi l'enfant intérieur qui crie ce qu'on veut faire. Et tu vois, de reconnecter parfois à se dire non, mais attends, ça, j'adorais ça m'apporte de la joie. Ça veut dire que quand on va redécouvrir ses pardons, on va aussi découvrir autre chose. Ça peut être le besoin de se remettre à des activités artistiques. Tu parlais du bénévolat, ça peut faire un bien fou de se remettre dans des assos, des choses comme ça. Et en fait, il y a la deux parts. C'est-à-dire que plus on va explorer nos zones d'ombre, plus on va être capable d'explorer aussi ce qui nous fait du bien. Bien sûr. Et ça, je pense que dans ce process d'acceptation, il est vraiment double. Il n'y a pas que de j'ai fait ça. Et tu parlais de pas culpabiliser. Et je pense que c'est vraiment très fort. Et quand on commence à reconnaître qu'il y a toujours le pendant des deux côtés, en fait, ça apporte beaucoup de solidité. Ouais, bon, je peux être comme ça, mais je peux aussi faire ça. Sûr, de toute façon, cette souplesse-là, elle crée beaucoup de liberté. Encore une fois, la rigidité, ça enferme. C'est pour ça que c'est important d'aller casser ces mécanismes-là de protection. J'ai enlevé les couches d'un oignon au fur et à mesure. Effectivement, c'est logique. C'est step by step, quoi. C'est pas d'un coup. Ça, j'ai aussi beaucoup de personnes qui attendent que tu vois le déclic, qui pensent qu'on va venir en coaching et puis clac, il va y avoir le déclic, le truc. Et il y a des déclics, il y a des prises de conscience. Mais après, il faut réussir à faire. Il y a le déclic et puis il y a le faire. Tu vois, c'est deux choses différentes. Et le faire peut prendre un petit peu de temps parce que c'est difficile. Et je pense qu'on est quand même encore dans un truc où on a du mal à se dire que ça peut être difficile dans les relations amoureuses. Alors, faut pas que ce soit difficile avec l'autre, mais que je veux dire que à nous, ça nous demande de l'effort pour faire différemment d'habitude. Tu vois, l'effort dans le travail, l'effort dans le sport, ça dérange personne. Si je te dis, tu commences un sport, t'es nul, tu vas me dire, oui, c'est normal. Et puis après, je vais devenir meilleur. Mais ça, les gens, ils ont plus de mal quand il s'agit de leurs émotions et de leur rapport à eux-mêmes. Alors que... encore une fois, on est une société très dans le mental et le mental peut nous raconter beaucoup de conneries aussi. Et tu parlais tout à l'heure du côté viscéral de retomber dans ses émotions, c'est parfois écouter plus son ventre que son mental. Moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien quand j'ai des décisions difficiles à prendre. J'ai l'impression de faire tomber le mental dans le cœur ou dans les ventres, tu vois, et d'écouter plus le ventre. Et en fait, c'est con, par exemple, c'est de visualiser deux scénarios, deux scénarios, tu vas dire, ok, je fais ça, et t'analyses juste les réactions dans ton corps. Ton corps, il te donne la réponse, mais tout de suite, en fait. T'as plus besoin de te raconter des histoires, parce que le piège du mental, c'est qu'il va toujours trouver des justifications. Le cerveau fonctionne comme ça, il va toujours aller chercher des preuves à l'idée qui a germé. Et c'est d'ailleurs un peu le drame parfois des réseaux sociaux, c'est que quand on tape quelques thèmes, on va faire que être nourri dans les preuves que le cerveau veut nous apporter. Et en plus, on est piégé par l'algorithme qui vous apporte que nos fausses croyances. Donc faites attention à ça, élargissez. Moi, j'aime bien ton approche de dire, on va aller piocher un peu là. Moi, je suis très comme ça aussi. Je crois beaucoup au court-circuit entre les disciplines. Et je pense qu'il faut vraiment nourrir sa curiosité et sa joie aussi pour pouvoir se regarder plus lucidement, regarder ses zones d'ombre et avoir plus d'acceptation dans ce qu'on est, quoi. Donc plus de solidité. Complètement. Ça. Un chemin. Et juste pour terminer, en moyenne, ça dure combien de temps un coaching avec toi pour vraiment être dans cette base un peu plus solide? Ouais, alors là, le coaching rencontre. Le coaching rencontre, là, on sort à partir de lundi prochain la nouvelle version. Du coup,
il y aura soit possibilité de se faire suivre sur 6 mois, soit sur 1 an, selon les envies. Mais l'idée, c'est de se dire que vraiment la phase d'introspection, on va aller creuser là tous les différents éléments, les schémas, les pourquoi, toutes ces choses-là. Ça dure à peu près 3 à 4 mois. Et après, ça permet aussi d'avoir un suivi sur la phase de mise en action, puisqu'on a dit que c'est pas toujours facile d'être accompagné là-dessus. Mais oui, c'est quelque chose qui se fait sur un temps moyen, pas long, on va dire moyen plutôt que long. Mais c'est pour garantir du résultat, parce que tu peux pas. Alors des fois, je fais des séances aussi, un one shot mais ça va être sur un sujet très précis, un petit détail de la dentelle, tu vois, pour aller zoomer dessus. Mais là, c'est tout un système à découvrir, plein de pièces de puzzle à réajuster pour que ce soit. Et tu donnes des exercices parfois quand tu es mise en action? Tu as un côté pratique carrément. Ouais, bah, Tu veux dire, par exemple, apprends à dire non, je sais pas, c'est quoi ce genre de choses. Bah, j'essaye toujours d'implémenter. Là, sur la partie, sur rencontre, il y a toute une partie effectivement introspective et intérieure, mais après, il y a aussi toute une partie effectivement, bah, maintenant, ok, comment tu vas mettre en place les compétences relationnelles qu'il te manquent sur les limites, sur les besoins, sur la vulnérabilité. Va choisir des points d'action, petits points d'action qui te permettent de commencer à aller, tu vois, aiguiser le couteau, quoi. Parce que c'est l'idée. Sinon, mais ça, je pense que c'est très fort. C'est aussi une particularité du coaching qui est très forte, la mise en action, parce qu'il y a une différence entre dire les choses et les intégrer. Bien sûr. Et souvent, moi, je vois, c'est ce que viennent chercher les femmes avec qui je travaille, tu vois, notamment sur Rencontre, c'est que la thérapie, ça les a aidées sur plein de choses, mais il manque ce côté concret, il manque ce côté, ok, j'ai compris ce qui va pas, mais concrètement, je fais quoi, tu vois. Et donc, moi, j'accompagne sur ok, voilà ce qu'on va faire. Alors, je repars aussi un peu des bases parce que je sais que... Conscientise et fait, quoi. Mais voilà, conscientise et fait, et puis on y va, quoi. Top, et ben merci beaucoup. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais on espère que ça va vous donner plein de pistes pour prendre conscience de choses, parce que voilà, la vie c'est un long travail sur soi quand même, hein, avec beaucoup de joie, on l'espère, et beaucoup de solidité gagnée. Mais voilà, c'est l'avantage de l'âge, c'est d'en connaître un peu plus sur soi-même aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir le compte Self Love Project, donc avec Claudia, parce que je le trouve hyper bien fait parmi beaucoup de comptes plus ou moins réussis, on va dire, de ce côté-là. Donc, bravo pour ton projet. Et puis voilà, n'hésite pas si tu as un petit mot de la fin. Bah écoute, là, comme ça, je n'ai rien. Et le soleil arrive, donc peut-être que c'est. Après la pluie, le soleil revient toujours à un moment donné. Un truc hyper philosophique. Et on peut dire qu'on vit toujours peut-être une vie, parce que c'est un travail qui n'est pas facile sur soi, qui demande beaucoup de lucidité et tout, mais je pense qu'on est toujours mieux quand on retrouve du pouvoir et de l'authenticité dans sa vie, quelle que soit la forme que prend sa vie, que quand on vit avec trop de masques et de. C'est très déstabilisant au début et ça peut faire peur. Mais en vrai, une fois qu'on arrive à traverser la peur, il y a beaucoup de belles choses qui viennent derrière. Toujours évidemment dans la douceur et dans la bienveillance envers soi-même, parce que on fait déjà comme on peut. C'est ça qui est important. Mais l'acceptation, c'est clé. Moi, je dirais que même au niveau santé, toutes les études le montrent, l'acceptation, laisser traverser par les émotions, le négatif comme le positif, c'est clé. Voilà, donc vivez pleinement votre vie avec le plus d'acceptation possible. Merci beaucoup, Claudia. Caroline, bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.